Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 8 octobre à la une de l'actualité. Au moins 370 martyrs et plus de 2200 blessés enregistrés dans l'agression sioniste contre la bande de Gaza qui se poursuit. La riposte de la résistance également avec l'opération Déluge d'Al-Aqsa, une situation explosive que nous tenterons de décortiquer avec le politologue Majid Naam. Journée nationale de la diplomatie, née en pleine guerre de libération nationale, la diplomatie algérienne a gagné ses lettres de noblesse au fil de ses actions majeures pour le règlement des conflits. Nous y reviendrons tout à l'heure. Coup d'envoi ce matin de la rentrée pour la formation et l'enseignement professionnel avec de nouvelles spécialités. Nous irons également au CFPA de Chlef qui affiche complet cette année. L'intégration des travailleurs contractuels se poursuit. Elle atteint les 99% à Betna où de nombreux secteurs sont concernés. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, le point sur la situation en Palestine occupée. Au moins 370 martyrs et plus de 2200 blessés. C'est le bilan provisoire de l'agression sioniste contre la bande de Gaza où les raids se succèdent depuis hier. L'armée sioniste poursuit ses agressions barbares ciblant la population. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré l'état d'urgence dans tous les hôpitaux. La résistance palestinienne a lancé une opération riposte, une grève générale a également touché ce dimanche tous les aspects de la vie en Cisjordanie occupée. Amal Bouarba. 370 martyrs palestiniens et 2200 blessés, c'est le bilan encore provisoire de l'agression sioniste contre la bande de Gaza, touchée de plein fouet depuis 2 jours par les bombardements meurtriers. Côté sioniste, on dénombre plus de 600 morts et une centaine d'otages détenus à Gaza. Une offensive qui vient pulvériser le mythe de l'invincibilité de l'armée sioniste qui subit aujourd'hui les plus grosses pertes depuis la guerre d'octobre 73 avec la débâcle qui lui a été infligée. L'armée d'occupation sioniste a décrété l'état de guerre après que la résistance palestinienne a lancé samedi à l'aube depuis la bande de Gaza une opération baptisée Déluge d'Al-Aqsa. L'opération de résistance palestinienne vient en riposte aux crimes de l'occupation sioniste, ses exactions à l'encontre du peuple palestinien et de ses assauts répétitifs contre la mosquée d'Al-Aqsa en toute impunité. Pour le 2e jour consécutif, l'armée sioniste mène une stratégie répressive aveugle et lâche contre les Palestiniens prenant pour cible la population, l'hôpital de Gaza, les bâtiments civils, coupant l'approvisionnement de l'électricité et fermant les points d'accès. Elle a imposé un bouclage complet de la Cisjordanie et fermé le passage de Karama, reliant le territoire occupé et la Jordanie, alors que 2 attaques meurtrières perpétrées à Khan Younes au sud de la bande de Gaza et à Beit Hanoun au nord ont fait plusieurs victimes dont des nourrissons, des femmes et des personnes âgées. Une situation condamnée par le président palestinien Mahmoud Abbas qui a ordonné d'assurer la protection du peuple palestinien et affirmé son droit à se défendre face aux agressions de l'armée d'occupation et des colons. Le premier ministre palestinien Mohamed Shteye a mis en garde contre tout alignement international avec l'entité sioniste, soulignant qu'une telle attitude est synonyme de caution des crimes sionistes contre le peuple palestinien, affirmant que les Palestiniens ne font que se défendre et ils sont désormais unis, que ce soit à Gaza, en Cisjordanie et partout dans le monde. Shteye a appelé à la tenue d'une réunion d'urgence de la Ligue arabe au niveau ministériel. Cette escalade de la violence de l'occupation sioniste est inacceptable, a dénoncé de son côté le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, qui a affirmé que la communauté internationale est entièrement responsable de l'inaction face à la politique agressive de l'entité sioniste en Palestine occupée, appelant à mettre fin aux agressions de l'occupant sioniste à Gaza. Une grève générale a touché tous les aspects de en Cisjordanie occupée pour dénoncer les attaques de l'armée sioniste contre la bande de Gaza et le silence complice de la communauté internationale.
Si ces attaques barbares ont été vivement condamnées alors que l'occupant poursuit ses crimes contre l'humanité à Gaza, sans surprise, la position des médias et des politiques occidentaux illustre la politique du deux poids deux mesures dont ils font preuve quand il s'agit du peuple palestinien et de son droit à se défendre par tous les moyens face à l'oppresseur. Les condamnations occidentales sélectives et le traitement médiatique à géométrie variable, mais sur un même pied d'égalité, l'occupant et l'occupé, le bourreau et la victime, refusant au peuple palestinien son droit à résister à ceux qui ont spolié ses terres, un droit légitime reconnu par la communauté internationale. Une situation qui en dit long sur l'hypocrisie des puissances occidentales. Reste à savoir ce que décidera le Conseil de sécurité qui tient des consultations privées sur l'escalade de la violence dans les territoires occupés. Notons que toutes les résolutions prises jusqu'à maintenant sont restées lettres mortes. Situation donc explosive que nous tentons d'expliquer avec le politologue et le directeur du magazine Afrique-Asie, Majid Narma. Monsieur Narma, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Nous l'avons tous vu hier et suivi les événements à Gaza et ses alentours. L'entité sioniste se disait même surprise de l'opération palestinienne. Est-ce que cette action était vraiment inattendue selon vous? Non, elle était prévisible, même trop prévisible. Mais seulement, c'est comme la guerre d'octobre 1973, et les Israéliens savaient à quelle heure presque les combats, la guerre allait commencer. Mais ils ne croyaient pas. Ils prenaient de haut l'armée égyptienne et syrienne qui se préparaient. D'ailleurs, il y avait aussi des contingents algériens, il y avait beaucoup de pays arabes qui avaient participé à cette guerre. Et ils ne croyaient pas. Ils disaient, ils n'oseraient pas. Donc, ils ont osé. Et puis, c'était une victoire. C'est-à-dire, en 1973, l'invulnérabilité de l'armée israélienne qu'elle a acquise après la défaite de juin 1967, elle a volé en éclats. Et là, depuis cette guerre, il n'y a eu aucune victoire israélienne. Aucune. Je pèse mes mots. C'est-à-dire, c'est quoi une victoire? Une victoire, quand vous déclarez la guerre, vous réalisez votre objectif. Par exemple, la guerre de juin 1967, en Occident, d'une façon idéologique, on l'appelle la guerre de 6 jours. Or, les 6 jours, ça continue 56 ans après. Vous voyez? Jusqu'à maintenant, la guerre n'est pas terminée. Donc, ils n'ont pas remporté une victoire. C'était provisoire. Et la guerre d'octobre 1973 n'a pas poussé les Israéliens à se rendre compte de leur vulnérabilité. Ils ont continué à coloniser, et puis c'est l'extrême droite qui a pris le pouvoir. Et depuis là, et malgré l'accord entre l'Égypte et Israël, sous la pression des États-Unis, l'Égypte a fait une défection. Et cette défection, on sait quand même, l'Égypte, la plus grande armée du monde arabe, s'est retirée de la confrontation. Elle a laissé l'allié syrien au bord de la route. Mais on savait que sans l'Égypte, on ne pouvait pas faire la guerre. Mais sans la Syrie, on ne peut pas faire vous dites que la paix, et surtout les Palestiniens maintenant. Que l'on assiste à la même chose qu'en 1973, pratiquement. Exactement. Vous parliez de vulnérabilité de l'entité sioniste. On assiste à un mythe, à la chute d'un mythe aujourd'hui, la chute du mythe du colonisateur, de la puissance coloniale invincible. C'est la confirmation de la chute d'un mythe, pas seulement la chute. Ils sont tombés déjà avant, c'est-à-dire avec en l'an 2000, quand ils ont été obligés par la résistance libanaise à se retirer du Liban, sans aucun accord, aucune concession. Ils se sont retirés parce que sous les coups de la résistance. En 2006, ils ont recommencé, ils ont perdu. Oui. À Gaza, 3 guerres déjà. Et ils n'ont pas réussi, alors que Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. Oui, ils sont assiégés à la fois par Israël et par l'Égypte. Oui, c'est peut-être justement les conséquences de cette politique de l'entité sioniste. Oui, bien sûr, parce que le Hamas a participé aux élections
et personne n'a reconnu les résultats de ces élections. Non seulement ils n'ont pas reconnu, mais ils ont mis en prison la majorité des députés élus. Donc, parce que pour dire qu'ils ne sont pas un interlocuteur, parce qu'ils ne reconnaissent pas les accords d'Oslo. Mais Arafat, il a reconnu, il a signé les accords d'Oslo. Il a été assassiné. Quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Assassiné, c'est-à-dire on l'a assiégé, on l'a laissé mourir à petit feu. Et maintenant, jusqu'à maintenant, les Israéliens n'appliquent pas les accords d'Oslo, 30 ans après. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui, après cette riposte, si l'on ose dire, palestinienne d'envergure? Écoutez, de toute façon, avec l'équipe qui est au pouvoir actuellement, avec Ben Gvir et une équipe raciste, c'est un état de l'apartheid qui est même contesté par une partie des Israéliens. On peut rien espérer. Il faut qu'il soit battu, qu'il sorte de ce gouvernement et que le gouvernement israélien abandonne l'idéologie sioniste, qui est une sionisme de colonisation, et qu'ils acceptent l'application des résolutions de l'ONU. C'est le seul État au monde qui a été créé par l'ONU, et c'est le seul pays qui... Netanyahou a déclaré l'état de guerre. Il a déclaré la guerre. Il peut, avant lui, Elmort, le président israélien qui a déclenché la guerre de 2006 au Liban. Bien sûr, ils ont détruit les infrastructures, l'électricité, les ponts, les routes, etc. Mais ils n'ont pas gagné. Ils peuvent détruire, mais ils ne réalisent jamais leurs objectifs. Il faut vraiment une Rabin qui s'était illustré, et même Sharon qui s'est retiré, il a été obligé de se retirer de Gaza. Et c'était un bourreau, on ne peut pas dire que c'est un pacifiste, mais devant la réalité, il a dû abandonner et démanteler les colonies. Rabin aussi, il a signé les accords d'Oslo alors qu'il était un dur parmi les durs. Mais maintenant, Israël est condamné est gouverné par des fous, par des mystiques, par des idéologues, et par des racistes et des arrogants. Et là, maintenant, c'est la réalité. C'est comme disait le psychanalyste Lacan. Il dit, la réalité, c'est quand on se heurte au mur. Maintenant, ils se heurtent au mur de la résistance, au rocher de la résistance. Donc, ils peuvent plus continuer comme avant. D'ailleurs, même leurs soutiens occidentaux et même une partie de la communauté juive dans le monde les abandonne. Déjà, il y a une ambiance de guerre civile en Israël même à cause de la réforme. Ce n'est plus... Avant, ils se vantaient d'être une démocratie. Mais c'est un leurre. Ils n'ont jamais été une démocratie. Et maintenant, c'est encore pire. Parce qu'avec les nouvelles qu'ils ont adoptées, avec l'extrême droite, avec les colons et tout ça, c'est-à-dire Oslo, parce qu'on peut vous donner une idée, Oslo, les Palestiniens, ils ont fait des concessions majeures. Ils ont accepté la création de l'État palestinien, non pas sur l'ensemble du territoire historique palestinien, mais sur 20% seulement. Et c'était ça, Oslo. Et sur ces 20%, maintenant, il y a 40% qui sont colonisés. Voilà. Et comment vous voulez maintenir que les Palestiniens ne réagissent pas? C'est pour ça. Inattendu. Plutôt attendu. Merci, Monsieur Majed Narma. Je rappelle que vous êtes politologue et directeur du magazine Afrique-Asie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. L'Algérie a rappelé dès le début de l'agression son soutien à la Palestine et la nécessité de protéger les Palestiniens, une position historique à la hauteur des positions immuables de la diplomatie algérienne depuis son existence. Celle-ci célèbre sa journée ce 8 octobre, une date à la grande symbolique. Amalie Siridir. Née en pleine guerre de libération nationale, la diplomatie algérienne a gagné ses lettres de noblesse au fil de ses actions majeures pour le règlement des conflits. Elle célèbre aujourd'hui sa journée nationale, continuant à jouer un rôle déterminant dans le combat pour un monde meilleur où règne paix,
Stabilité, sécurité et développement global sur la base des principes immuables qui constituent sa doctrine. L'Algérie, fidèle à ses principes, a de tout temps été d'un grand soutien aux différents mouvements de libération à travers le monde et a œuvré depuis toujours pour le règlement des crises internationales et la défense du droit des peuples colonisés à l'autodétermination. La diplomatie a été pour l'Algérie l'instrument qui lui a permis de se manifester et de faire entendre sa voix dans les forats internationaux. C'est ainsi que ses actions en faveur du règlement des conflits ont été à maintes reprises saluées par la communauté internationale. L'historique riche de la diplomatie algérienne en termes de médiation et de règlement pacifique des conflits force à citer l'accord d'Alger de 1975, scellé entre l'Irak et l'Iran, ayant permis de régler le différend territorial. La libération des otages américains en 1981, ainsi que l'accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, sans oublier son engagement pour la résolution de la crise en Libye, mais également son soutien indéfectible aux causes sahraouies et palestiniennes. L'Algérie a pesé de tout son poids diplomatique pour essayer de trouver une solution à la crise au Niger, en privilégiant la voie de la diplomatie et de la résolution politique plutôt que l'ingérence étrangère ou le recours à des interventions militaires. La diplomatie a permis pour l'Algérie de se distinguer sur la scène internationale en faisant entendre sa voix. Fidèle à ses principes et constante dans ses positions, l'Algérie a toujours apporté son soutien aux causes justes pour les libérer du joug colonial et leur permettre d'arracher leur indépendance. Dans son dernier éditorial, la revue Al-Jaysh revient sur les 61 ans de l'adhésion algérienne aux Nations Unies, une date instituée, Journée nationale de la diplomatie, en reconnaissance des efforts déployés pour notre glorieuse révolution et aux honorables positions qu'elle a adoptées au niveau régional et international. Yannis Saïd Belkacem. Intitulé « Pour un nouvel ordre mondial » a mis en exergue le rôle de l'Algérie durant plus de 60 ans. L'Algérie s'est distinguée sur la scène internationale par ses positions constantes et de principes visant à l'instauration de la paix et de la sécurité dans le monde multipolaire fondé sur la coopération, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et des droits des peuples occupés à l'autodétermination, ainsi que le rejet de l'emploi de la force ou de la menace dans la résolution des crises et des différends internationaux. Cette démarche a permis à notre État et à son brillant parcours diplomatique de réaliser des victoires significatives, notamment celles remportées par la Nouvelle-Algérie en étant élue il y a quelques mois à une écrasante majorité par l'Assemblée générale des Nations Unies en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans un discours global porteur de messages forts prononcé lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, a plaidé pour l'instauration d'un nouvel ordre mondial garantissant l'égalité et la coopération entre les nations. À ce propos, le président de la République a déclaré « Les conflits et les crises dans le monde ont atteint un niveau sans précédent, déplaçant des millions de personnes et transformant les relations internationales, des relations de coopération et de consensus, en affrontements et en confrontations qui ont mis les organismes internationaux et les institutions internationales à l'épreuve. » Et a ajouté « Face à ces conflits géopolitiques et à crises multiples, le Conseil de sécurité s'est trouvé affaibli ces dernières années dans son rôle central sur lequel l'Organisation des Nations Unies a été fondée et dont la charte a résumé les objectifs les plus importants en lui confiant la responsabilité du maintien de la paix, de la sécurité internationale à travers particulièrement le rejet du recours à la force, l'élimination des causes qui menacent la paix ainsi que le règlement pacifique des différends. L'édito mentionne que l'Algérie a également, par la voix du président de la République, appelé à la réactivation et au renforcement de l'action internationale multilatérale face aux différents défis et menaces et s'est engagé à n'épargner aucun effort au sein du Conseil de sécurité pour encourager l'adoption d'approches globales et participatives. Et c'est dans cette optique que le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a affirmé que cette juste voie est en harmonie avec l'attachement du haut commandement de l'armée nationale populaire à poursuivre le processus de l'acquisition des facteurs de
force pour la défense de la souveraineté nationale, en saluant les réalisations de notre diplomatie à plus d'un titre, en déclarant « Le vaillant homme algérien fait face à des défis aussi redoutables que ceux du passé, en faisant preuve de la même détermination à préserver son indépendance et sa décision souveraine, suivant la voie de ses prédécesseurs, sans nullement déroger à ses principes immuables et ses valeurs nobles, inspiré de la richesse de son patrimoine historique, à l'instar de la poursuite de son engagement en faveur de l'instauration de la paix dans le monde, la non-ingérence dans les affaires internes d'autrui, le soutien des causes justes et des peuples opprimés, ainsi que la défense de leurs droits à disposer d'eux-mêmes. » Enfin, l'édito a mentionné que l'Algérie restera toujours fidèle à ses principes fermes et à sa lutte pour un monde de paix et de sécurité, ainsi que pour la consécration des peuples à la liberté, à l'indépendance et à la souveraineté sur leur territoire. Et à l'occasion de la journée nationale de la diplomatie, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger a présidé ce dimanche une cérémonie en présence du Conseil du président de la République, des cadres du ministère des Affaires étrangères et des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie. Lors d'une allocution, Ahmed Attaf a rappelé les efforts diplomatiques de l'Algérie en faveur de l'instauration de la paix et de la sécurité sur les plans régional et international, découlant des principes immuables de la diplomatie. Je vous invite à l'écouter. Notre pays doit beaucoup au président de la République Abdelmadjid Tebboune pour tout ce qu'il a accompli. Nous lui en sommes reconnaissants car il a révolutionné la diplomatie algérienne, lui permettant d'être plus enracinée et plus forte, puisant dans les principes et les valeurs de la révolution de novembre et dont s'imprègne pleinement la diplomatie de l'État algérien indépendant et souverain. أفرزتها ثوراتنا التحريرية والتي تشبعت بها دبلوماسية الدولة الجزائرية المستقلة السيدة. Et le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu la sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Chili, Gloria de la Fuente. Les deux parties ont examiné les voies et moyens de développer les relations bilatérales entre les deux pays. Dans l'actualité, coup d'envoi ce matin de la nouvelle pour la formation et l'enseignement professionnel. Le ministre du secteur a annoncé depuis le centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides de Biskra, a annoncé l'introduction de l'anglais technique dans les programmes de formation professionnelle. Yassine Merabi, qui présidait par visioconférence la cérémonie officielle de la rentrée session octobre 2023, a précisé également que cette introduction avait pour objectif d'améliorer le niveau et les compétences des stagiaires et de préparer la main-d'œuvre algérienne aux besoins des entreprises étrangères investissant dans le pays. Merabi a affirmé que tout est prêt pour une bonne rentrée. On l'écoute. Pour assurer la réussite de cette session de formation, tous les acteurs du secteur ainsi que tous les moyens ont été mobilisés pour bien préparer cette rentrée, à travers notamment la mise en place du calendrier des activités pédagogiques et la définition des offres de formation, conformément aux exigences du marché, de l'emploi et aux souhaits des demandeurs de formation. Nous avons par ailleurs mené des campagnes d'information et de sensibilisation à travers tous les canaux d'information et de communication pour promouvoir notre secteur et attirer le plus grand nombre de jeunes et les encourager à investir le monde de la formation professionnelle pour avoir un métier d'avenir prometteur. La formation professionnelle tente de s'adapter aux besoins du marché de l'emploi. De nouvelles spécialités sont introduites chaque année. Et pour cette session, des secteurs comme le dessalement d'eau de mer ou encore les métiers en lien avec la mécanique des trains sont proposés. Raouf Hamouche pour les détails. Plus de 340 000 jeunes stagiaires ont rejoint les 1225 établissements de la formation professionnelle que compte le pays à l'occasion de la rentrée professionnelle session 2023-2024. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la réussite de cette rentrée, marquée par la mise en service de très importants centres de formation et d'apprentissage répartis à travers les différentes régions du pays. Pour cette année, la nomenclature des spécialités de la formation professionnelle compte 495 spécialités, réparties sur 23 filières professionnelles couvrant les principaux domaines d'activité. Le secteur insiste à travers les offres de formation sur les filières professionnelles à caractère prioritaire
prioritaires comme l'industrie, le numérique, le bâtiment ou encore les travaux publics. Et ce, dans la perspective d'adapter la formation aux besoins du marché de l'emploi. Pour ce faire, plusieurs conventions de partenariat avec des entreprises économiques ont été signées. Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel a en outre introduit pour cette session 2023-2024 de nouvelles spécialités importantes pour l'économie nationale. Dans le dessalement de l'eau de mer, les spécialités touchant des métiers relatifs à la mécanique des trains ainsi qu'à l'électrification et à la maintenance du réseau ferroviaire. Enfin, concernant la formation des personnes aux besoins spécifiques, le ministère a consacré un programme destiné à cette catégorie en proposant plus de 500 nouvelles places pédagogiques pour cette rentrée au niveau des centres spécialisés dans les wilayas de Larouat, Alger, Skikda, Boumerdes et Relizane, ainsi qu'à l'ouverture de 2 autres centres dans le sud du pays. Direction Chlef, où le centre de formation professionnelle et d'apprentissage propose des spécialités touchant l'industrie, l'informatique, l'électronique ou encore le parasolaire. Autant de spécialités qui attirent les apprenants, dont le nombre a largement dépassé l'offre à peine 4 ans après l'ouverture de l'établissement. Reportage de Naïma Louali. À peine 4 années d'existence et l'Institut de formation professionnelle de Chlef est devenu un établissement didactique particulièrement demandé. Les préinscriptions pour l'année 2023-2024 sont impressionnantes. Nous avons remarqué que les élèves ou الأولاد تاعنا اللي عجبهم واستقطب بهذا المعهد عدة تلاميذ من المؤسسات التربوية. عندنا طلبات تفوق العروض تاعنا. احنا عندنا l'offre de 108 places pédagogiques. On essaye de satisfaire tout le monde إن شاء الله. Cette année, je vais avoir le diplôme de technicien. Je compte encore m'inscrire pour 2 ans afin de décrocher un diplôme de technicien supérieur. Avec ce diplôme, je prévois d'ouvrir une micro-entreprise que je développerai plus tard. Avec une capacité d'accueil de 1000 places pédagogiques, cet institut, qui a pour vocation la formation industrielle, est spécialisé en informatique, électronique et le parasolaire. Il accueille principalement les élèves avec un brevet secondaire en poche, aspirant à s'orienter directement vers le secteur de la formation professionnelle. Je suis élève en 2e année, spécialité informatique en réseau. Plus tard, je veux construire ma propre entreprise en informatique. Pour la spécialité, nous enseignons les techniques fondamentales pour la spécialité pour préparer tout ce qu'il faut pour un élève pour qu'il soit sur le terrain et pour qu'il prépare un cursus professionnel. On a essayé d'élaborer un projet très intéressant concernant la spécialité de maintenance des équipements médicaux. La wilaya de Chlef ne possède pas de cette spécialité. On essaie l'année prochaine de l'intégrer, Inch'Allah, l'année prochaine, Inch'Allah. Et les nouveaux inscrits auront à choisir entre un BEP, ouvrier qualifié pour un cycle de 26 mois, ou un BES, 60 mois pour un brevet supérieur. De quoi créer des vocations dans cet établissement avec internat qui reçoit des élèves de toutes les régions. Les députés de l'Assemblée populaire nationale ont adopté à la majorité le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2023. Ce dernier comprend la prise en charge des dépenses ordinaires supplémentaires liées essentiellement aux mesures visant à préserver le pouvoir d'achat des ménages, renforcer la sécurité alimentaire et soutenir le programme d'investissement public au profit de certaines wilayas. Le vote s'est déroulé en séance plénière présidée par Brahim Bourali en présence du ministre des Finances Laziz Faïd et de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouaj. À Batna, l'intégration des travailleurs contractuels a atteint le taux de 99%. De nombreux secteurs sont concernés. Les exemples vous sont présentés ce soir par Younes Lekhaldi, commentaire de la Ouf Hamouch. Du travail, le passage du contrat à durée déterminée CDD au contrat à durée indéterminée CDI est un tournant décisif dans la vie professionnelle d'une personne. Et c'est justement le cas pour Kenza, qui depuis 4 ans travaillait en CDD à la mairie de Batna. Aujourd'hui, grâce à la décision du président de la République de régulariser tous les contrats à durée déterminée,
Kenza pousse un grand ouf de soulagement. J'ai passé 4 ans en CDD. Aujourd'hui, grâce à la décision du président de la République, j'ai enfin signé mon CDI. Dieu merci, je me sens plus à l'aise dans mon travail. De l'administration au secteur industriel, plusieurs dizaines de milliers de jeunes travaillant dans le cadre du pré-emploi ont bénéficié de CDI. Cela a duré pratiquement 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes très contents de cette décision émanant du président de la République. C'est une aubaine pour nous tous. Nous tenons à le remercier. Notre usine recrute fréquemment des travailleurs et ce à travers l'ANEM. Aujourd'hui, il est important de signaler qu'au niveau de cette même structure, il n'y a pas beaucoup de dépôts de CV. Je pourrais même vous dire que cela a beaucoup diminué. Aussitôt décidé, aussitôt appliqué. La régularisation définitive de la situation des employés de contrat de pré-emploi a été parfaitement mise en application dans la wilaya de Batna et ce à 99%. Nous aspirons à clore ce dossier définitivement et ce avant la date butoir du 31 décembre 2023. Avec un suivi constant et permanent du wali de Batna, nous avons réussi à régulariser pratiquement tous les CDD de la wilaya en CDI. C'était un objectif, nous l'avons atteint et ce grâce au travail de parfaite coordination entre les différents services au niveau de la wilaya. En effet, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a affirmé dans ce contexte que d'ici le mois de décembre 2023, il n'y aurait plus de contrat à durée déterminée. 600 000 employés sont concernés par cette grande opération d'intégration dans des postes permanents. Journée d'études ce dimanche sous le thème des enjeux de la finance inclusive innovante en Algérie. Organisée à l'occasion de la Semaine mondiale de l'investissement, l'événement met le doigt sur l'impact positif de l'avancement et le développement de ce segment. Compte rendu de Majda Jarmoun. L'inclusion financière désigne la situation dans laquelle tous les individus peuvent accéder à des services financiers qui améliorent leur bien-être, notamment les personnes à faible revenu et les catégories fragiles, des personnes non bancarisées ou sous-bancarisées qui se trouvent exclues du système financier formel. Devant les défis actuels, une approche novatrice de l'accès aux services financiers s'impose. La finance inclusive innovante peut jouer un rôle clé dans la création d'une économie plus équitable et accessible à tous. Cette rencontre a mis en avant l'importance de la promouvoir en Algérie afin d'englober un public plus large. L'inclusion financière, elle donne plus d'accès aux citoyens algériens d'ouvrir des comptes et d'utiliser les moyens de paiement électronique, notamment par le développement de son application mobile Beridimob qui permet qu'aujourd'hui on fait plus de 3 millions d'opérations par mois, de paiement de factures, de recharge téléphonique. Plus de 11 millions d'opérations de virement de compte à compte qui contribuent dans la macroéconomie, dans le sens où l'ensemble des opérations se font de manière électronique, sans recours au cash. En tant que régulateur, donc, on doit adapter la réglementation pour permettre la prolifération et le développement de la technologie financière qui va automatiquement se répercuter positivement sur l'inclusion financière, ce qui va inciter les citoyens à utiliser davantage les services financiers. Pour atteindre les objectifs de développement durable, il est nécessaire aujourd'hui de faire appel à des financements responsables, inclusifs et innovants afin de renforcer la résilience des micro et petites entreprises et leurs fournisseurs de services financiers face aux chocs environnementaux et économiques. L'événement était une occasion aussi pour mettre en avant l'importance de l'éducation financière et le rôle qu'elle joue dans l'avancement et le développement économique des nations. L'éducation financière représente une solution stratégique pour augmenter ou bien pour favoriser et promouvoir l'inclusion bancaire, notamment les opérations bancaires, et lutter contre l'informel. Donc l'éducation financière, elle est très importante actuellement, surtout avec les réformes conjoncturelles, mais l'éducation financière, elle n'y est pas là. C'est pour cette raison, à partir de cet événement aujourd'hui, nous insistons sur ça. Nous allons lancer un ensemble de programmes pour favoriser cette culture financière avec les élèves et les étudiants à différents niveaux. On a comme rôle d'accompagner l'économie et donc les orientations de l'État pour un peu stimuler et booster les porteurs de projets. On s'est dit on va concevoir un produit qui soit 100% en ligne, qui couvre des besoins spécifiques à cette activité et qui ne soit pas très très cher. Donc maintenant, avec le IPAC Startup, vous avez des startups qui peuvent aller sur le plateforme 4.dz, faire leur devis, faire leur souscription, payer via la carte Dahabia ou bien la CIB,
et faire leur déclaration sinistre aussi. Développer le recours à l'expertise financière inclusive innovante en Algérie permettra notamment la stimulation de l'économie en encourageant l'entrepreneuriat, de réduire la pauvreté et favoriser ainsi le développement durable pour répondre aux besoins des populations vulnérables. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.